Bonsoir. Vous êtes avec le groupe Mira. Mira, c'est la mire radiophonique de RPBFM qui vous consigne parmi les trucs et astuces, les combines et ficelles du développement durable. C'est le pragmatisme d'une équipe qui s'étrille autour des questions d'énergie, de la gestion raisonnée des ressources, des bons plans et coefficients à ne pas rater, de la joie prétendument induite par les vertus retrouvées de la frugalité. Bonjour à tous, nous voici arrivés dans cette nouvelle émission radio qui est en direct. Nouvelle émission très, très importante puisque nous allons parler de l'URSS depuis les années 80 jusqu'à l'an 2000. Donc très schématiquement depuis Brejnev jusqu'à Gorbatchev, Helsinki et surtout la perestroïka. Avec nous, un invité extraordinaire, Vladimir Fedorovski, écrivain de plus de 50 livres. Et avec ses deux derniers livres, Le diplomate venu du froid, chez Balland, et Napoléon face à la Russie, également chez Balland. Alors, on ne le présente plus assez. Ancien diplomate pendant la perestroïka, vous avez connu les grands de l'URSS, Brejnev, Gorbatchev et même d'autres dirigeants. Avec nous également Edwin Le Héron. Bonjour. Professeur à Sciences Po, président de l'Association du développement keynésien, c'est bien ça ? Des études keynésiennes. Des études keynésiennes, tu fais bien de rectifier. Voilà, parfait. Et avec nous également Joël Izquierdo, expert comptable et commissaire aux comptes, qui nous donnera un éclairage par une vision très experte sur cette période de l'histoire. Voilà, je voudrais commencer par une introduction très rapide. Nous sommes à la recherche de la vérité. C'est un exercice difficile. Bon, c'est très difficile parce qu'on voit bien les oxymores ou les paradoxes des informations que l'on reçoit, les paradoxes des statistiques et des informations modernes. Les chiffres, deux exemples que je cite rapidement. Les chiffres du goulag. Solzhenitsyn cite des dizaines de millions de déportés. D'autres chiffres qui viennent d'études américaines de John Archibald Getty de l'UCLA qui cite des chiffres 10 fois moindres. Donc c'est déjà un premier paradoxe de difficulté de chiffrage. Deuxième source, une anecdote du Sénat le 14 février 1991, question de M. Hamel sur l'accroissement du budget militaire russe et qui dit afficher avoir vu une augmentation en rouble du budget russe de 34,8%. Et là, réponse du ministère de la Défense qui dit oui, c'est peut-être vrai, mais les effets de l'inflation montrent que tout cumulé en prenant la décote du rouble, en fait, la chute des commandes, il y a eu une chute des commandes de plus de 8%. Voilà, ce qui mettait un point final à la discussion sur le budget militaire français. Donc on assiste effectivement à d'immenses difficultés de chiffrage, des paradoxes, des chiffres divergents selon les époques, etc. Voilà. Donc, première partie de cette émission, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Quelles ont été les grandes réformes, les réformes importantes, les événements importants entre 1980 et 2000 au niveau de l'URSS. Vladimir, est-ce que tu peux nous en toucher un mot sur ce qui te semble être le plus important ? Je voudrais vous féliciter tous pour choisir ça, parce que finalement, ça paraît loin, la fin de l'URSS. Et en même temps, je pense que la crise actuelle ne peut pas être comprise sans vraiment analyse exacte de ce qui s'est passé là-bas. Je pense que c'était une grande occasion ratée par les Russes, ratée par l'Occident, vous comprenez. Et comme on vit aujourd'hui peut-être le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe, même pas de Deuxième Guerre mondiale, c'est très, très important d'être très précis sur les faits, sur les personnages,
parce que, vous comprenez, dans cette affaire de la crise actuelle, il y avait tout d'abord l'illusion, la vertige des illusions dans l'analyse, les approximations terribles dont vous avez parlé. C'est approximation, Poutine qui va mourir, les Russes sont nuls, l'Occident a gagné la guerre froide et les Ukrainiens sont gagnés, toutes ces choses-là qui sont en nous. Maintenant, après, il y avait les illusions perdues avec l'échec de l'offensive ukrainienne, et maintenant la fuite en avant. Mais le déchiffrage de cette période est essentiel. Rien que, vous savez, ce qui s'est passé sur le plan géopolitique avec la dissolution du pacte de Varsovie et après les promesses, en ma présence, s'il vous plaît, de ne pas élargir l'OTAN par les Américains. Quelqu'un que j'ai connu, il a, en ma présence, confirmé ça, tout d'abord à Shevardnadze et à Gorbatchev, c'était secrétaire d'État Baker, et maintenant la fuite en avant. Je pense qu'on est au bord du gouffre et la clé de ça, c'est quand même l'URSS. En ce qui concerne les réformes, c'était un grand projet vraiment très prétentieux. À l'origine de ce projet, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais un groupe, j'étais avec eux autrefois, très restreint, des gens autour de Gorbatchev qui pensaient que le régime vraiment totalitaire stalinien, c'est un régime criminel, il faut s'en sortir. Et pour s'en sortir, il y avait un projet de changement total du système politique, du système économique, du système aussi, je dirais, quasi médiatique. En fait, vous connaissez ça sous le nom de la perestroïka et glasnost. Il faut dire qu'au début, il y avait une sorte d'ambiguïté. Il y avait un personnage, je les ai tous connus, entre Brezhnev, Gorbatchev, Yakovlev, vous connaissez tout le monde, mais au début de ça, c'était quelqu'un que j'ai aussi, qui s'appelait Andropov, c'était ancien chef du KGB, qui est devenu pendant une courte période chef du Kremlin, qui avait un projet qui ressemble à un projet de Deng Xiaoping. Il voulait privilégier les transformations économiques, introduire l'économie de marché parce qu'elle n'était pas efficace, garder une certaine stabilité politique, s'éloigner de la gestion de Staline avec les répressions, bien entendu, mais quand même garder un contrôle de la situation. Et les réformes politiques ont été en quelque sorte secondaires pour lui. Ah oui, alors Joël, tu voulais dire un mot sur le sujet, Secondaire, sur les oui, réformes, oui. secondaire, peut-être secondaire que Oui, politique. L'économie devait privilégier ça. Il a choisi Gorbatchev. J'aurais pu vous raconter comment il a choisi cette. Vous savez, Monsieur Federowski, Andropov, c'était un personnage très particulier. Il était d'origine juive et il a eu une allergie totale, vous savez, à une sorte d'exubérance un peu comme ça, c'est une caractéristique, disons, parfois des Russes qui picolent. Il détestait les dirigeants communistes qui picolent. Et l'alcool, tout ça, c'était pour lui quelque chose de tout à fait. Il était allergique, il n'aimait pas les gens qui sont antisémites, évidemment, avec ses origines juives. Et il a trouvé un couple assez extraordinaire, des gens à peine 40 ans, même pas. C'était le couple de Gorbatchev. Sa femme était complètement moderne, un philosophe, et lui-même un dirigeant moderne avec exubérance. Et finalement, il savait qu'il était mortellement malade et il voulait qu'il lui succède avec un projet tout à fait concret qui ressemble à un projet de Deng Xiaoping en Chine. Vous comprenez? Ouverture économique et puis une certaine stabilité sur le plan politique. Et il y avait un autre, disons, maître de pensée pour Gorbatchev, maître à penser pour Gorbatchev, c'était mon ami, qui était aussi un dignitaire soviétique, mais lui, il est devenu carrément anticommuniste. Il était à un moment donné chef de la propagande. Après, il y avait un petit pépin avec, disons, bureaucratique. Il était envoyé dans une sorte d'exil doré à Canada.
au Canada, il s'appelait Yakovlev. Je voudrais bien que vous reteniez Oui, on ces va deux reprendre noms-là, ce parce que que tu as dit, oui, ce que les tu as dit, deux noms Vladimir. nous Oui, donnent les oui, clés pour oui. comprendre Oui, les réformes. Yakovlev, justement, Joël, tu voulais dire un mot sur le... oui, monsieur Fedorovski, afin de vulgariser, parce que je pense que tous nos auditeurs ne sont pas forcément russophones, d'abord présenter le cadre. Vous dites perestroïka et glasnost, peut-être les traduire. Perestroïka, c'est la réforme, ou plutôt la restauration, et glasnost, la transparence. Et on est dans une phase où le principe du Politburo, à ce moment-là, c'est que notre système est le meilleur du monde, parce qu'il interdit catégoriquement les négations comme le marché noir, l'enrichissement personnel et la corruption. Voilà. Donc on est dans cette phase-là et à ce moment-là, Gorbatchev, d'ailleurs ça fait combien? 39 ans, je crois exactement, puisqu'il a été élu le 11 mars, c'est ça, 1985. Et à ce moment-là, Andropov arrive et c'est le début de la période de Gorbatchev. Oui, Edwin, tu voulais dire un mot sur les réformes. Les réformes, la réforme la plus importante qui a été tentée sous la perestroïka. Qu'est-ce que tu veux dire sur le sujet? Disons qu'il faut effectivement même partir d'un peu avant, puisque comme il a été dit ici, l'URSS était quand même dans la hantise de perdre un rapport de force avec les États-Unis, de se retrouver en situation de dominer, et avec même le risque d'être envahi par les USA. Les USA ne l'auraient pas fait, mais en tout cas, il y avait cette peur qui était partagée. Et pour pouvoir suivre les dépenses militaires et essayer de rester à égalité, les experts considèrent qu'en 1987-88, les dépenses en URSS et aux États-Unis étaient à peu près équilibrées, donc ça suivait à peu près. La différence, c'est qu'ils ont augmenté très fortement la part de l'armement dans la richesse produite. On estime à peu près une hausse de 90% entre 1970 et 1987. Et cette hausse très forte, d'après les estimations que j'ai pu reconstruire en prenant des taux de change relativement réalistes, on arrive à des dépenses militaires de l'ordre de 20% du PIB à la fin des années 88-90, ce qui veut dire que cette volonté de suivre la course à l'armement a augmenté très fortement la part de l'armement dans le PIB et donc a entraîné une question d'appauvrissement économique en termes de consommation, en termes de niveau de vie des gens, puisque quand vous fabriquez des armes, les gens ne peuvent pas les consommer. Ça a un impact aussi inflationniste, puisque tous ces revenus que vous distribuez vers l'armement sont des revenus qui ne peuvent pas ensuite acheter de l'armement, qui vont vers d'autres biens dans lesquels il y avait une pénurie. Donc l'inflation est aussi une conséquence. Ce qui a poussé à ce qu'on appelait l'échec économique, d'où la volonté d'une réforme économique pour rattraper le niveau de vie. Mais cette nécessité de réforme était liée à ce cercle vicieux de la volonté de suivre l'armement. Or, cette réforme économique a lui-même entraîné un deuxième cercle vicieux. À partir des accords de Helsinki de 1975, il y a eu un ensemble d'accords qui ont essayé d'augmenter un peu l'ouverture économique, puisque l'URSS manquait vraiment dramatiquement d'un certain nombre de choses, notamment des éléments qui étaient liés déjà au numérique et à l'informatique, des choses qui leur manquaient. Or, ils n'avaient pas grand-chose à nous vendre qui nous intéressait, à part les matières premières. Et donc, cette réforme économique et cette ouverture un peu de l'URSS s'est fait par une spécialisation dans les matières premières, qui est toujours celle de la Russie aujourd'hui, qui a été chez eux finalement une sorte de cercle vicieux aussi, puisqu'en se spécialisant là-dedans, ils se sont spécialisés dans une économie non industrielle qui, du coup, a pris encore plus de retard avec nous. Et donc, c'est surtout qualitativement que finalement, ils n'ont pas réussi à suivre. Et donc, ils se sont retrouvés avec finalement une primarisation, on appelle ça comme ça, d'économie. On se spécialise dans les matières premières, on se spécialise dans les produits que l'on peut exporter pour obtenir des dollars qui permettent de se moderniser, mais c'était quelque part déjà trop tard dans cette course. Et donc, in fine, eh bien, ils ont dû un peu rendre les armes au sens premier. Vladimir, il y a deux personnes que j'ai vues citées dans tes livres, Yakovlev et Abalkin. Est-ce que tu pourrais nous toucher un mot sur ces deux artisans du changement? C'était en partie deux artisans de changement et ne sont pas comparables. Là, il faut dire les choses comme ça, parce que Yakovlev, c'est un vrai penseur de cette période. Lui, il pensait qu'il faut faire les réformes économiques en même temps que les réformes politiques, changer complètement la donne. Avec tout ça, c'était le vrai personnage phare, c'était évidemment Yakovlev. Abalkin, il était en quelque sorte en retrait.
Mais lui, il prenait en compte, vous avez mentionné ça avec beaucoup de raisons, que Reagan, il a réussi une combine absolument extraordinaire, parce que détrompez-vous, jusqu'à Gorbatchev, l'URSS continuait à se développer. Il n'y avait pas de, disons, 10% de croissance du temps de Staline. Après, il y avait des réformes de Khrouchtchev complètement farfelues qui ont déréglé le système, puisqu'il a essayé de faire tout son contraire, mais Brezhnev, il a stabilisé la situation. Et après, il faut dire, je pense souvent, est-ce que le président doit être intelligent ou pas? Reagan n'était pas intelligent lui-même, mais il a eu un flair et il était très bien entouré. Et là, vous avez raison, il y avait une combine extraordinaire pour provoquer la course aux armements effrénée de l'Union soviétique avec un bluff qui ne correspondait d'ailleurs à rien, qui s'appelait la, La guerre des étoiles. la guerre des étoiles, qui Star Wars. vraiment c'est un bluff. Mais il a fait avaler ça aux soviétiques. Et Brezhnev, il était très prudent, mais il me rappelle aujourd'hui, Biden, gâteux, il faut dire que Brezhnev me rappelle beaucoup Biden, j'ai beaucoup travaillé avec Brezhnev, etc. Il a délégué ça à trois dirigeants, qui ont été liés entre eux. C'était Andropov, le KGB, c'était Gromyko, les affaires étrangères, et surtout leur soutien, c'était Ustinov. Et Ustinov, il est entré, il a avalé ce combine. Et deuxième chose, vous avez raison, à l'époque, la garantie, et ça c'est une chose fatale pour l'URSS, une garantie de développement de l'URSS, mais en même temps, c'est une dépendance terrible pour l'économie, c'était le gaz et le pétrole, hydrocarbures. Et consciemment, avec l'aide de son vice-président, qui était ancien de la CIA, ils ont conclu les accords avec les Saoudiens pour baisser les prix de pétrole. À partir de ça, vous comprenez, les dépenses exorbitantes dans le domaine militaire, et pas les dépenses choisies, parce qu'aujourd'hui, il y a les dépenses de Poutine assez importantes, mais il fait les très prudent pour ne pas entrer dans la course des armements fatales. C'est pour ça qu'il réussit finalement le fonctionner, le complexe militaire industriel là-bas avec beaucoup disons, de performances pendant ces 2 ans. Mais Brezhnev malade, plus ces trois personnes qui ont été piégées finalement par cette tendance où le maréchal Ustinov, ministre de la Défense, d'entrer dans la course aux armements effrénés. Mais cela dit, il ne faut pas se pendant un moment, il y avait la possibilité de faire les réformes sans écroulement économique de l'URSS. Et il y a deux facteurs qui ont été fatals finalement pour ça. La course aux armements d'une part, mais deux autres facteurs sont importants. La première, c'est lié avec une erreur psychologique qui est liée avec ce couple extraordinaire. C'était Dante et Beatrice, c'était Gorbatchev et Raïssa. Et Raïssa, elle était carrément allergique à l'alcoolisme. Il pensait que l'alcool, c'est un grand fléau de la Russie. Son frère était alcoolique, etc. Et en plus, il y a un dirigeant assez important, d'ailleurs conservateur communiste, qui venait du milieu des vieux croyants, aussi allergiques à l'alcool. Ils ont poussé l'interdiction pratiquement de l'alcool en URSS. Et Gorbatchev, qui était assez populaire à partir de cette réforme, on peut dire. Il est devenu vraiment, la chute de la popularité de Gorbatchev était vertigineuse, sans parler des erreurs carrément économiques, puisqu'ils ont supprimé les vignobles et il y avait beaucoup de n'importe quoi dans cette affaire de l'alcool, mais sur le plan, disons, de la gestion de cohérence du pays, c'était une erreur monumentale. Et deuxième erreur, ça c'est lié
avec ça, c'est assez difficile à dire, mais dans la réalité, je me demande toujours, est-ce que c'était conscient de la part des Occidentaux, est-ce que c'est le hasard? Mais en tout cas, à l'époque, il y avait toute une pléiade des gens qui ont été complètement envahis et influencés par les idées occidentales, finalement libérales, presque néoconservateurs, on peut dire aujourd'hui. Le principal, vous savez, c'était le slogan, c'était que le marché règle tout. Il faut introduire l'économie de marché et comme ça irait très bien. À partir de là, ça va fonctionner. La Russie va garder, l'URSS va garder son statut de la grande puissance, etc. Il y a avec les idées l'attachement de ces penseurs, on peut dire qu'ils sont des penseurs d'ailleurs majeurs, mais ils n'ont pas été économistes. C'était Yakovlev notamment, mais aussi les autres. Ils ont pensé que la magie du marché va régler tout d'une part, et ils ont fait, et ça c'était vraiment la fatalité. Vous savez, si vous voulez savoir pourquoi c'est échoué, je vais vous dire, c'est pas même les combines de Reagan avec ses conscients, le bluff de guerre des étoiles, mais il y a une date, c'est en 86. Ils ont, pour accélérer le passage à l'économie de marché, dans le cadre de l'économie nationalisée, complètement nationalisée, ils ont donné l'indépendance financière aux grands directeurs des entreprises nationalisées. C'est-à-dire qu'hier, à partir de ce moment-là, le pari de la perestroïka et tout le reste était réglé. Moi, j'ai vu, après coup, la CIA, il a compris, puisque maintenant c'est déclassifié, mais même les gens de la CIA ont été absolument ahuris par ça, parce qu'ils ont dit que ça va dérégler complètement la chose banale, la gouvernance du pays. Parce que à partir de cette gouvernance, je tiens à vous dire, le lendemain de cette, ça s'appelait la loi sur l'entreprise, ils ont voté. La loi, le lendemain, tous les frics ont été sur les comptes en Occident. Et là, la corruption était multipliée par 100, par 1000. C'est hold-up. Hold-up, on dit souvent que Helsinki était n'importe quoi. C'était vrai que c'était n'importe quoi. On dit que la corruption a commencé avec Helsinki. Non. Elle a commencé d'une manière vraiment significative sous Brezhnev encore, mais surtout, c'était multiplié par 1000 à partir de l'adoption de cette loi de l'entreprise. C'était une erreur majeure et fatale pour ce grand projet. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Joël, on en a parlé longuement sur ce sujet. Joël, tu as évoqué les problèmes de compétences en matière de gestion au niveau des personnes qui ont dirigé l'URSS pendant cette période-là. Oui, c'est ça. Effectivement, d'après les retours des chercheurs, des historiens sur le sujet, apparemment, il n'y avait pas de formation particulière à la gestion, il n'y avait pas de connaissance à la micro-entreprise, et il n'y avait pas de connaissance des rouages du marché, et notamment de la position de l'entreprise par rapport aux acteurs économiques. Et c'est vrai que, comme le disait Fedorovski, la croyance un petit peu, ou comme quoi le marché spontanément va s'auto-réguler, est peut-être une preuve que dans l'idéologie, ils n'étaient pas marxistes. Parce que s'ils étaient marxistes, comme les Chinois en tout cas, puisque les Chinois l'avaient bien compris, que le marché ne se met pas spontanément comme ça. Et c'est donc aussi une des raisons de la faillite. Oui, et je crois qu'Edwin veut intervenir. Edwin, oui. Oui, même les économistes non marxistes se rendent compte que les marchés sont des constructions institutionnelles. Elles ne sont pas spontanées. C'est une erreur, une illusion, on croit, mais en fait, non, il faut les construire. Et pour avoir travaillé un peu sur... Alors, j'ai plus travaillé sur la Pologne, la Hongrie, les autres pays en transition, mais on constate effectivement que l'importance pour qu'une transition soit réussie, d'une économie planifiée à une économie de marché, c'est le respect beaucoup des timings. Parce qu'il y a en gros quatre transitions qu'il faut réussir. La transition politique, donc
la révolution politique que Gorbatchev a menée, la transition juridique qui est absolument essentielle, parce que si on ne change pas le cadre de la propriété et si on ne le gère pas, eh bien, c'est raté. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Federowski, ça a été mal géré parce qu'on a libéralisé uniquement la finance et la détention du capital, mais pas l'ensemble des règles économiques. 3, la transition économique. Et 4, la transition sociale, c'est-à-dire les changements de comportement de la société. Et globalement, à chaque fois, il faut doubler le temps de la transition. Si vous mettez 3 ans pour une transition politique, il faut au moins 6 pour changer le droit, il en faut au moins 12 pour changer les règles économiques réellement, et il en faut au moins 26, c'est-à-dire une génération pour changer le social. Donc, Edwin, ce que tu dis, c'est que ça a été beaucoup trop rapide. Ça a été trop rapide et mélangé. Par mélangé. exemple, typiquement en Chine, ils ont géré la transition juridique sans faire de transition politique, puisqu'ils ont préféré centraliser, et donc au moins ils contrôlaient la chose, et ils l'ont fait en créant une double économie, une économie de marché qui montait, et ils ont dégonflé l'économie planifiée au rythme du gonflement de l'autre. Donc les règles économiques ont été apprises petit à petit, l'apprentissage, beaucoup de joint ventures de capital étranger qui ont fait amener les règles de gestion et d'organisation, et cela a été fait progressivement et sur des temps qui sont de l'ordre d'au moins 15 ou 20 ans. Et ensuite, les changements dans la société ont été possibles puisqu'on avait des nouveaux Chinois qui travaillaient avec les nouvelles règles. Or, on a cru effectivement, et moi quand j'avais visité l'URSS à ce moment-là, c'était déjà le début de la Russie, il me disait notre modèle du capitalisme, c'est Al Capone, c'est les années 30, c'est-à-dire par la violence. La concentration du capital par la violence. On ira beaucoup plus vite que vous parce que nous, on n'attendra pas que les règles économiques fonctionnent, je dirais, selon des logiques de marché bienveillants, mais on le fera par la violence. Ça, il ne faut pas le sous-estimer. Or, la violence a été effectivement cannibalisés par des oligarques à leur propre intérêt. Et ensuite, ces propres intérêts, évidemment, ont été totalement contraires à l'ensemble de la société qui l'a très mal perçu, d'où une volonté ensuite, et c'est ce que Poutine a essayé de refaire, d'une recontrôle par le centre, même si ce n'est qu'un changement finalement d'oligarque. Vladimir, c'est ce que vous nous confirmez, c'est ça ? Absolument, absolument. Mais il faut dire que quand même, il faut introduire un élément majeur dans cela. À la fois que ces gens-là ont été très séduisants, les grands rêveurs, les grands philosophes, ils se prenaient pour Gorbatchev, ils se prenaient pour un Jésus-Christ, et finalement pour changer la donne dans le monde, la donne dans l'Union soviétique, mais aussi la donne dans le monde avec le désarmement, avec la création d'un système vraiment déséquilibre des intérêts, vous comprenez. Quand aujourd'hui je réfléchis comment il a fait l'indépendance des Baltes, la dissolution du pacte de Varsovie, le fait qu'il a cru d'ailleurs plutôt avec raison aux promesses des Américains d'un élargissement de l'OTAN, les gens disent que c'est un... Vous savez, les Russes disent que c'est un crétin. Oui. Ils disent que c'est un crétin vendu en Occident. Oui, c'est ce que j'ai lu partout, la thèse. Juste ma dernière conversation avec Mitterrand. Il était mourant, je lui ai venu faire un adieu et il m'a retenu au dernier moment. Il a dit, Vladimir, n'oubliez pas que Gorbatchev n'appartient pas au passé, il appartient à l'avenir. Et il a raison, parce que l'impasse dans lequel on vit, on va tout droit vers la guerre mondiale aujourd'hui. Mais l'alternative à ça, c'était le message de Gorbatchev, de Yakovlev, c'est la création d'un système équilibré, basé sur l'équilibre des intérêts, et on a failli réussir. Malheureusement, en Occident, c'était cyniquement rejeté. Malheureusement, il y avait ces erreurs de la gestion dont on parle aujourd'hui avec recul. Mais vous comprenez, ces gens-là, ils ont eu un projet tout à fait gigantesque de réalité pour changer la donne en Union soviétique et la donne dans le monde, peut-être avec raison, puisque finalement on entre maintenant dans une sorte de monde de tous les dangers, beaucoup plus grave qu'avant, pendant la guerre froide. Mais il y a un aspect qu'il faut soutenir. Au-delà de ces projets très séduisants et finalement dont j'assume une certaine participation, même une participation certaine, mais au-delà de ça, sur le plan banal, ça a produit un phénomène de la corruption gigantesque, sans précédent dans l'histoire économique mondiale. Vous savez, 120 milliards de dollars sortaient
120 milliards Oui, de c'est dollars colossal. C'est sortis en toute une Occident, par partie de exemple, l'économie les qui est partie. dernières années de Gorbatchev. 120 milliards par an sous Helsinki. C'était le vol sans précédent dans l'histoire économique mondiale. Et vous comprenez, je pense qu'il y avait l'utilisation de cet élan de générosité, finalement, élan lié avec la tradition intellectuelle russe de l'intelligence russe, qui était utilisé par le milieu corrompu avec la participation absolument consciente, d'ailleurs, il faut le dire, parce que c'est cynique et conscient de l'Occident. Parce qu'en Occident, bien sûr, il y avait des gens comme que j'ai connus, c'était mon ami Chirac, ou je vous ai parlé de Mitterrand ou Baker, les gens qui comprenaient que c'est une chance historique, que le fait comme ça se passe avec les erreurs de Gorbatchev, mais le fait qu'on sort de ce système totalitaire avec les dépenses de l'arme sans guerre mondiale, etc., c'est presque un miracle. Un miracle. Mais oui, Edwin, cadeau de Dieu. Edwin Mais voulait dire quelque chose. Au lieu de ça, cyniquement, on a créé ce système de corruption vraiment omniprésent. Et sans cela, vous n'allez pas comprendre comment ça s'est passé après. Sans cela, vous ne pouvez pas même comprendre pourquoi on dit que l'Ukraine, c'est le pays le plus corrompu de l'Europe aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas comprendre que ça vient de la fin de l'Union soviétique. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, Edwin voulait dire un mot, oui, sur ce que on a bien. Vladimir, c'est le message important, c'est que la corruption a un effet dévastateur par rapport notamment à la problématique de la chute de l'ancienne URSS et de tout ce qui s'est passé après. Edwin. Oui, deux éléments pour aller effectivement dans ce sens. Hein. Là, je soutiens ce qu'a dit M. Fedorovski. C'est qu'il aurait fallu donc au début gérer la transition politique et ensuite la transition juridique. Or, le problème de la transition politique, c'est que Gorbatchev a été pris de vitesse par Helsinki qui lui a cannibalisé sa réforme en jouant le nationalisme de la Russie. C'est-à-dire que Gorbatchev très vite s'est retrouvé à la tête de la CEI, une coquille vide, et a perdu tout le contrôle. Et finalement, Helsinki a fait une révolution nationale qui effectivement a été efficace puisque la Russie s'est créée, mais qui a été le début de l'appauvrissement et de la fin de l'Union soviétique, puisque l'Ukraine a pris son indépendance, la Biélorussie a pris son indépendance, les États baltes ont pris son indépendance, et donc la révolution politique leur a échappé. Et comme la révolution politique leur a échappé, Helsinki a joué de même une révolution entre guillemets juridique ultra simplifiée qui a été de laisser faire la prise de contrôle de toute cette économie historiquement planifiée, dont énormément des choses étaient des richesses de matières premières, du pétrole, du gaz, qui valaient des fortunes. Moi, j'ai visité à ce moment-là la Russie où on donnait des actions des entreprises aux ouvriers, mais on ne leur donnait pas de salaire et de quoi manger. Et les dirigeants rachetaient les actions, mais pour une bouchée de pain, pour des centimes, et prenaient la concentration du capital. En 1 mois ou en 2 mois, ils avaient pris le contrôle du capital avant de réembaucher les ouvriers avec des salaires qui étaient de misère. Cette concentration du capital a été un hold-up absolu. Helsinki l'a joué dans la mesure où ça a été pour lui la manière d'affaiblir Gorbatchev aussi. Et beaucoup, sans doute, d'Occidentaux, on se dit... Maintenant, ils seront faibles, puisque l'Empire est terminé. Et donc, on a sans doute naïvement pensé que l'éclatement de l'Empire soviétique allait les fragiliser. Et on voit bien que Poutine n'est rien d'autre que dans cette volonté de reconstruire cet empire, dans cette volonté de reconstruire cette force. Et s'il y a bien un point commun aujourd'hui entre Helsinki, entre Poutine, entre Nemtsov, que j'ai rencontré à ce moment-là à Nizhny Novgorod, et bien sûr également entre le dernier opposant qui vient d'être exécuté par Poutine, Navalny, tous ont fait leur carrière sur la fin et la limitation de la corruption. C'est-à-dire que c'est ça une sorte de paradigme et de choses assez particulières. C'est que c'est le pays le plus corrompu et cette corruption explose à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on va privatiser un capital social sans en mettre les règles. Donc ça va être complètement pris par des gens de pouvoir, souvent par la violence. J'avais rencontré des banquiers qui m'avaient dit « nous, on s'est mis d'accord entre les 12 plus grosses banques pour ne pas nous assassiner entre nous. » Et je lui avais dit « Est-ce que ça marche ?
marche? On dit oui, nous sommes au bout d'un an encore 7 survivants, ce qui montre que ça marche, avec un petit sourire. Hein. Et cette concentration et cette violence et ce rapt complet du capital a été fait effectivement dans cette logique de faire que de facto la transition politique et juridique n'ont pas fonctionné, et donc sur une sorte de transition économique mythifiée du marché, alors qu'il n'y avait aucune maîtrise des coûts de production, aucune maîtrise des prix, des facteurs. Joël, tu voulais réagir. Je crois que tu es d'accord avec ce que disait Edwin. Oui, non, je suis entièrement d'accord, tout à fait. Oui. Mais il y a une courbe qui est flagrante sur l'évolution du PIB qui montre qu'effectivement, à partir de 86, on a une courbe qui est très intéressante sur l'évolution du PIB qui montre effectivement jusqu'en 89 une croissance qui est discutable, hein, on en avait parlé, Edwin, et une chute qui s'établit entre, on va dire, 1990 jusqu'à la descente de 95 et une remontée à partir de 2000. Tous les pays en transition ont connu cette chute énorme. Pourquoi ? Parce qu'on passe d'économies qui étaient planifiées, où il n'y avait pas de contrôle des coûts de production, à une économie où tout d'un coup, on essaye de retrouver un nouvel équilibre. Donc, ce nouvel équilibre entraîne dans un premier temps une destruction énorme. Sauf que pour que cette destruction soit créatrice, un peu au sens de Schumpeter, il faut qu'elle soit gérée. Et pas tellement gérée par des économistes, évidemment, mais bien gérée par le droit. Hein. Et là, c'est là où il faut absolument sinon la corruption arrive, est gérée par le politique. Or, on a eu une sorte de dictature du droit qui s'est imposée à ce moment-là et que Poutine planifie d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire, on a changé un petit peu le droit et sans vraiment réfléchir aux valeurs qu'il y avait derrière. Donc ça a été uniquement un écran de fumée. Et ce droit a permis en fait la captation par une minorité des richesses. Et comme cette minorité jouait la carte du pouvoir politique, notamment d'Helsinki dans un premier temps et puis d'autres, eh bien effectivement c'était un peu gagnant-gagnant. Et comme ils avaient sans doute le mythe que finalement ça retrouverait sans doute assez rapidement un équilibre, finalement pourquoi pas. Et in fine, les seules choses qui ont à peu près bien fonctionné, eh bien, c'est les matières premières, le pétrole, le gaz, parce que là, évidemment, et qu'en plus, les capitaux étrangers sont venus et ça a modernisé le système. Comme les richesses intellectuelles, l'intelligence était énormément dans l'armée et dans tout ce qui était au service de l'armement. Là, il y a eu aussi une perte énorme de savoir-faire. Les gens sont partis dans le privé, mais pour faire des choses qui étaient... J'ai visité une usine à Nijni-Novgorod qui passait de chars d'assaut où ils fabriquaient des défenses à base d'uranium appauvri pour que les obus ne pénètrent pas, à fabriquer des poêles téflon, enfin des poêles à frire, et parce qu'ils savaient gérer le travail sur le métal. Mais c'était une perte énorme de savoir-faire. Donc cette transition n'a pas été gérée. Ils ont trop cru à cette idée spontanée et il aurait fallu, un peu comme en Chine, qu'il y ait ce double mouvement où on réduise l'outil militaro-industriel, où il y avait l'intelligence, les capitaux et tout, en développant, mais de manière progressive, une logique privée, et cela avec le contrôle absolu par le droit du capital. Et là, la privatisation du capital a été ce hold-up absolument colossal et que M. Fedorovski développe, et il a tout à fait raison. Et beaucoup des problèmes d'aujourd'hui viennent de là. Oui, c'est ça, Vladimir. Finalement, ça converge avec ce que vous avez dit sur ce sujet-là. Donc, il y a eu un problème économique et un problème de corruption, vous l'avez dit, Vladimir, et surtout une perte colossale de compétences. C'est bien ça, Vladimir? Non, perte de compétences, pour la compétence, vous savez, on la retrouve aujourd'hui, elle n'est pas complètement perdue. Mais je dois vous dire que le problème là-dedans, c'est qu'il y a à la fois un problème géopolitique et un problème, disons, de la gouvernance de la Russie. Tout d'abord, la gouvernance de la Russie, il faut dire, je me souviens de ma conversation avec Helsinki. Helsinki, c'était un crétin, c'est vrai, mais c'était un crétin avec un flair extraordinaire. C'était un homme du pouvoir. Et je dois vous dire que lui, il m'a dit une fois, je vais le nommer milliardaire. Je lui ai demandé le jour de la fin du communisme comment il va gérer le pays. Il a dit, je vais le nommer milliardaire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il va prendre les anciens de la nomenclature, un peu les gens de la pègre, mais en tout cas les gens de son entourage, et il va faire de ces gens-là il a créé un système absolument aberrant
qui n'a jamais existé dans le monde, jamais. 2% de la population contrôlait 50% des richesses du pays. Une dictature C'est pas le totale. fait 2% de la population, 50% de richesse et encore même plus, pour vous dire. Pour vous dire, c'était un truc absolument conscient. D'autre part, sur le plan géopolitique, il y a deux solutions. Et finalement, le problème de l'Ukraine, le problème de la crise fatale, à mon sens, pour la civilisation d'aujourd'hui, est lié avec ça. À l'époque, il y avait un choix de l'Occident. Il y avait des gens, je vous ai parlé de Mitterrand, des gens comme Kennan, grands Américains, Baker, qui pensaient que c'était un cadeau, le hasard. Ils savaient que c'est la fin du communisme, c'est pas du tout le triomphe de l'Occident. C'est le hasard, les circonstances dont on a si bien décrit tout d'abord. Et il faut utiliser cette chance pour associer la Russie à l'ensemble de l'Occident pour s'occuper des vrais problèmes de demain, la pauvreté, l'islamisme et tout ce qu'on veut, etc. C'était le message de ça. Mais c'était le message qui n'a pas été entendu. Clinton arrive, Brzezinski arrive, tous ces gens-là, les Russes sont nuls, il faut les écraser. De toute manière, ce sont des voleurs, etc. Mais voleurs avec des Occidentaux, etc. En réalité, le message, c'était de transformer la Russie en une sorte de semi-colonie qui livre le gaz et le pétrole, si c'est possible, bon marché, et puis finalement accepte disons, la gouvernance à l'occidentale, la domination totale des Américains. C'était une erreur monumentale. C'était un mépris pour les Russes, c'était un mépris pour le pays, pour la mentalité du pays, pour Tolstoï, pour Dostoïevski, pour tout ce qu'on veut. Mais finalement, c'est un mépris aussi pour les compétences des ingénieurs, etc., etc. Et après, il y avait une réaction face à ça. La réaction était provoquée par plusieurs erreurs occidentales sur le plan géopolitique. Je vais vous dire, le déclenchement de ça, c'était la Yougoslavie. Mais après, il y avait l'Irak, vous vous souvenez, le tube de la vaisselle comme preuve des armes de destruction massive aux Nations Unies. Mais vous savez, tout ça, c'était une sorte d'arrogance terrible qui a finalement engendré la posture de Poutine. Vous avez parlé qu'il veut reconstituer l'Empire. Il n'a aucune espèce de possibilité de reconstituer l'Empire, même militairement, etc. Mais en revanche, son projet, c'était une sorte de renaissance de la Russie, rétablissement de l'autorité de l'État et surtout il est omnibulé par la sécurité du pays pour ne pas retomber dans les années 90. Vous voulez comprendre aujourd'hui, la crise aujourd'hui, vous devez comprendre que les Russes, les deux personnages les plus détestables de l'histoire de la Russie, toutes les époques confondues, c'était Gorbatchev, que les Russes considèrent comme un crétin et traître à la Russie, et Eltsine, qu'ils considèrent comme un crétin, évidemment, et Vorogne, mais Vorogne a une connotation plutôt positive en Russie, alors il a peut-être un tout petit peu plus d'indulgence des Russes, mais ils sont au maximum 2% de la popularité. Et le personnage le plus, on dit souvent qu'il y a l'alternative occidentale, que les Russes seront déstabilisés, etc. Vraiment, c'est méconnaissance. Quand je publie mon Napoléon dans quelques jours, je dois vous dire que j'ai sorti une phrase de Napoléon qui a réfléchi beaucoup pourquoi il n'a pas réussi avec sa campagne de la Russie. Il a dit c'est le climat, j'ai sous-estimé le climat, c'est une banalité, j'ai sous-estimé les espaces russes, les profondeurs stratégiques, et puis il a prononcé deux mots qui sont vraiment d'actualité pour notre débat. Il a dit il ne faut jamais prendre ses désirs pour la réalité, c'est-à-dire transposer ce que vous voulez sur l'analyse, en fait, les approximations terribles de la crise actuelle. Pourquoi on est à la veille de la guerre mondiale? Parce que pendant ces 2 ans, il y a des approximations phénoménales sur ça, sur le plan militaire, sur le plan économique. Vous vous souvenez, on va mettre les Russes à genoux et toutes ces choses, sur les maladies même de Poutine.
approximation de l'analyse, ne pas prendre, disait Napoléon, ce désir pour la réalité. Et puis, une question, et ça nous ramène à une réflexion d'un grand historien français, Brodel. Il disait, il faut prendre en compte l'histoire longue des pays. Mentalité, disait Napoléon, de pays. Mentalité, etc. D'où vient, disons, l'ambroglio actuel. Et pourquoi notre débat aujourd'hui est important? Parce que si on ne comprend pas, si on invente la vraie histoire de la fin de l'URSS, si on ne fait pas avec la finesse qu'ont fait vos participants avec beaucoup de brio, dans ce cas-là, on va vers la fin du monde en réalité. Parce que les approximations de l'analyse depuis ces 2 ans, c'est quelque chose d'ahurissant. C'est presque comparable avec le vol extraordinaire des richesses russes après la chute de l'URSS. Oui, Joël, je crois que tu voulais dire, tu avais une réaction. Oui, c'était quand M. Fedorovski parlait de Gorbatchev qui se prenait pour Jésus-Christ. On a l'impression, vu de l'extérieur, qu'il a souhaité reproduire la politique un peu de Lénine, hein, en reprivatisant une partie de l'économie. Et cette reproduction s'est avérée un échec total. Il y a eu aussi des décisions importantes qui ont été prises, qui ont été très impopulaires sous Gorbatchev, notamment vis-à-vis de l'alcool. Je crois que tu voulais dire peut-être un mot, Joël, sur le sujet. Fedorovski a bien développé sur ce thème-là. Oui. Effectivement, on ne va pas reproduire. Oui, tout à fait. OK. Edwin, sur ce point-là de l'évolution de la situation politique, on arrive effectivement à la conclusion qu'il y a eu un problème intérieur, c'est bien ça, et peut-être aussi aggravé par une ingérence étrangère. On avait chiffré à peu près 2 tiers, 1 tiers, hein, c'est ça, entre le problème intérieur et l'ingérence étrangère. Oui, alors, est-ce que c'est de l'ingérence ou un manque d'ingérence? Je ne sais pas, hein, puisque, comme l'a un peu dit M. Fedorovski, on a plutôt laissé faire les choses. En les voyant se déliter, on pensait que ce délitement finalement allait dans notre sens. C'est-à-dire, c'était la fin d'un système militaro-industriel. On se disait, les ogives nucléaires, au bout de 25 ans, elles ne seront plus en état de fonctionner. On a 25 ans à gagner. Combien représentait le budget de l'armée, à peu près? Alors, même si on n'a pas des sources fiables, mais à peu près. On était, avec les calculs que j'ai recalculés, puisque c'est assez compliqué par rapport au taux de change, à peu près 20% du PIB à la fin. Et surtout, ça utilisait beaucoup des meilleures ressources, je dirais, intellectuelles et humaines. Hein, c'est-à-dire que c'est là où les gens les plus brillants étaient mis. Et donc, ça a été un des problèmes parce que finalement, si on prend par exemple les chiffres de l'agriculture à l'époque, ils s'effondrent un peu. Il y a souvent des productions qui n'arrivent pas aux consommateurs. Il y a beaucoup de gâchis. Et donc, il y avait aussi une mauvaise allocation des ressources humaines. Donc, au bout du compte, comme je l'ai dit, mais ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, ça a abouti au blocage. Donc, finalement, on aurait dû les accompagner plus. Et l'idée que cette économie se primarise, et ça, M. Fedorovski l'a dit, finalement, nous, ce qui nous intéressait chez eux, c'était les matières premières, et des matières premières à bon marché. Donc là, on les a aidés. Par exemple, Gazprom et toutes ces grandes entreprises, ce sont des capitaux étrangers qui les ont modernisés. Et là, il y a eu une vraie modernisation. Les gazoducs ont été payés, notamment par les Allemands. Et on s'est dit en plus qu'à partir du moment où on aurait, et ça, je crois que c'est une illusion des économistes, je suis professeur d'université en économie, donc je suis un peu bien placé pour me rendre compte de nos illusions, c'est qu'on a cru que la mondialisation et que cette finalement lien économique que l'on créerait, c'est-à-dire on a besoin de la Russie pour ses matières premières, ils ont besoin de nous pour la technologie et pour vendre ces matières premières, donc cette mondialisation et cette interdépendance économique serait le meilleur garant de la paix. Plus on serait mondialisé, moins on aurait les capacités et l'envie de se faire la guerre. Et ça a été une illusion et une dangerosité énorme. On s'en rend compte aujourd'hui avec M. Poutine qui fait une guerre qui économiquement n'est pas rationnelle, mais dont on voit que la rationalité n'est pas économique. Et on le voit avec la Chine aujourd'hui, où la dépendance de l'Occident avec la Chine, on l'a vu pendant le Covid d'ailleurs, nous fait aujourd'hui extrêmement peur. Donc, on a cru que
ces liens économiques, et en plus d'une Russie qui finalement viendrait un peu comme un pays du tiers-monde spécialisé donc dans des matières premières, un petit peu d'armement, mais pas de la technologie industrielle sophistiquée, eh bien, ça serait aussi gagnant pour nous. Et là, ça a été franchement une illusion. D'autant qu'à partir de 2014, quand on a commencé à attaquer un petit peu cette logique et qu'on a commencé à créer des embargos, finalement, ça a été un cadeau fait à Poutine, puisque Poutine était très dépendant, ou la Russie très dépendant économiquement de nous à ce moment-là. Ça l'a obligé à repenser une production russe autonome, et on le voit au niveau de l'agriculture, ils ont fait énormément de progrès, et maintenant, ils exportent beaucoup. Donc, finalement, au moment où on a arrêté de jouer cette carte, on leur a aussi donné des moyens et d'une certaine manière, tant mieux, mais de se reconstruire. Donc je crois que, est-ce que c'est trop ou pas assez d'ingérence ? On a joué un peu la naïveté. Je pense que cette naïveté, à l'époque, correspondait à ce qu'on voulait, c'est-à-dire un affaiblissement d'une des puissances. Je rappelle aussi qu'à ce moment-là, ont émergé de nouvelles contradictions avec l'islam, avec les terrorismes. Et donc on s'est dit, la question russe est réglée, et on a d'autres. Et là-dessus, on est d'accord, on l'a vu avec la Tchétchénie. Finalement, les Russes étaient d'accord avec nous aussi pour régler cette question de l'islam. Donc on se retrouvait en accord. Donc on a cru aux dividendes de la paix. Alors, en Europe peut-être plus qu'ailleurs, qu'aux États-Unis. Ces dividendes de la paix ont été une grande naïveté. Donc quand je dis ingérence de l'Europe, je ne sais pas si c'est peut-être un manque en tout cas de réflexion stratégique. Là, je suis bien d'accord avec M. Flerovski, mais sans doute pas une ingérence directe, parce que les élites russes avaient aussi cet intérêt-là, puisque finalement cet enrichissement venait beaucoup de cette ouverture, et de cette ouverture sur la captation de matières premières et de richesses qu'ils avaient. Quand on parlait d'approximation dans les relations avec, dans les éléments qui nous sont communiqués aujourd'hui sur les relations avec l'URSS ou avec la Russie d'aujourd'hui, en fait, si on essaie de lire entre les lignes, Vladimir, on constate qu'il y a un aspect culturel qui a été méprisé ou mal abordé. Est-ce que c'est bien ça, Vladimir ? Oui, alors Joël, tu voulais dire un mot ? Oui, on n'a pas parlé de la campagne en Afghanistan, et peut-être que M. Fedorovski a 2-3 mots à nous dire sur cet échec. Ah oui, d'abord Edwin. Oui, alors oui. Alors, si je reprends le cas de l'Afghanistan, c'est là où je dis aussi qu'il faut faire attention seulement aux chiffres, qu'il faut aussi voir le qualitatif. Et on a bien vu, par exemple, qu'ils ont envoyé en Afghanistan quantitativement des troupes gigantesques avec des chars d'assaut, et que finalement, les Américains, en confiance quelques Stinger à la défense afghane, en est venu très rapidement à bout. C'est-à-dire que quelques Stinger démolissaient un char d'assaut dans un col, démolissaient les hélicoptères, et très rapidement, on a vu que ce n'était pas tellement la quantité d'armement qu'il faut que la qualité. Et c'est peut-être aujourd'hui l'inverse qui se passe en Ukraine, où finalement on a trop misé sur la qualitatif, avec des avions qui valent des fortunes, mais que finalement on n'ose plus utiliser. On a beaucoup misé dans des bateaux très sophistiqués dont on voit aujourd'hui que le moindre petit drone peut les descendre, etc. Donc aujourd'hui, on est presque en marche arrière à revenir sur le fait que le quantitatif peut être une solution face à du qualitatif qui coûte extrêmement cher. Et aujourd'hui, on trouve avec des petits drones à $3 000 la capacité de descendre des chars d'assaut qui valent des millions d'euros, des bateaux qui en valent aussi des millions, etc. Donc, mais en tout cas, à ce moment-là, il est clair que quantitativement, l'armée soviétique était énorme, mais qualitativement, elle était déjà un peu dépassée. C'est là où aussi, derrière les chiffres, il faut voir le qualitatif. Globalement, pour faire simple, mais je simplifie un peu, l'URSS n'avait pas réussi le virage numérique, de l'informatisation, etc. Alors qu'ils avaient de très bons informaticiens, mais ils n'avaient pas réussi. Les microprocesseurs, ils étaient en retard. Et donc, il y a eu un moment où ils ont réussi à compenser par l'intelligence technique, mécanique, la construction, mais il arrivait un moment où, finalement, on l'a vu dans les automobiles, par exemple, ils n'arrivaient plus à suivre parce que l'automobile imposait un tel rythme de modernisation, notamment pour des normes anti-pollution, que là, on ne pouvait plus faire. Et finalement, c'est là où la primarisation a été à nouveau renforcée parce qu'ils n'arrivaient plus à se concentrer sur un outil industriel qui, d'ailleurs, historiquement, sur les biens de consommation, n'avait jamais été prioritaire. Donc, ils ont gardé l'armement, ils ont gardé les matières premières et entre, rien ne s'est fait. Oui, Vladimir, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est bien ça.
Oui, Absolument, absolument. oui. Je dois vous dire qu'il y a quand même, c'était une occasion unique dans l'histoire mondiale de construire un nouveau monde. Le mot qui était prononcé avec beaucoup de profondeur, vous comprenez, on n'a pas accompagné assez dans la réalité ce changement qui était dans l'intérêt du monde, l'intérêt de la paix. Et je pense que c'était, toute proportion gardée, c'était surtout dans l'intérêt de l'Europe. Finalement, et c'était capoté aussi à cause de ça, parce que le projet, Chirac m'en a parlé souvent, que le vrai projet pour l'Europe, c'est l'associer les matières premières et les matières, la tradition de Dostoïevski et de Tolstoï, associer la France, la grande tradition française, l'affinité avec les Russes, et L'aspect puis culturel. les possibilités industrielles allemandes. Vous comprenez le trio. Mais c'était insupportable pour les États-Unis à l'époque. Et finalement, la crise ukrainienne, il ne faut pas se leurrer. Parmi les messages, c'est non seulement utiliser l'Ukraine comme fer de lance pour affaiblir la Russie, mais c'est surtout aussi quitter à jamais la perspective de l'utilisation des matières premières bon marché et c'est de l'Allemagne, le trio dont parlait souvent Chirac. Tout ça, c'était une occasion unique, mais elle n'existe plus parce que la Russie s'est tournée à jamais vers l'Asie qu'elle considère comme continent de l'avenir. Et je pense que cette trêve de 300 ans, quand Pierre le Grand voulait construire la Russie basée sur l'affinité avec l'Europe, s'est terminée à jamais. Oula, c'est terrible ce que vous dites, Vladimir. Écoutez, oui, ça nous amène un peu vers l'ouverture de l'émission. On voulait justement parler de la Chine. La Chine, c'est un modèle communiste, enfin socialiste ou communiste, ça dépend par quelle approche on y arrive. Et il semblerait que sur le plan économique, ils aient trouvé une harmonie différente du système russe, Vladimir, sur la Chine. C'est une harmonie différente, c'est une autre approche. Mais vous savez, je vais vous dire, pour abréger, pourquoi l'URSS est mort. On a parlé des erreurs, mais c'est surtout, il est mort parce que mes amis, Gorbatchev, Yakovlev, ils ne voulaient pas utiliser la terreur pour gouverner. Ils ne voulaient pas tuer pour gouverner. Chinois, à partir de Tiananmen, même maintenant, il utilise, pour assurer la stabilité politique, il utilise quand même les moyens qui sont à leur disposition, c'est-à-dire vraiment la stabilité est déterminée par la domination du Parti communiste. Voilà, c'était le choix était difficile. Je pense que le projet Gorbatchev en soi, c'était un projet, je partage l'avis de Mitterrand, c'est un projet qui appartient de l'avenir parce que si un jour le monde veut éviter vraiment l'apocalypse, je parle de votre livre puisque vous avez publié le livre sur l'apocalypse, je dois vous dire que dans ce cas-là, il faudra revenir à cette notion des équilibres des intérêts et cette expérience passionnante qui était généreuse, au fait, dans la réalité de Gorbatchev, qui a commis des erreurs monumentales. Mais pour être franc, je voudrais avoir tort avec Gorbatchev que d'avoir raison avec Helsinki ou néoconservateur américain. Il y a Edwin qui voulait dire peut-être un mot pour finaliser. Pour faire ce lien, effectivement, je soutiens ce qu'a dit M. Fedorovski sur ce point. Si je reviens à mes 4 transitions, il faut une transition politique, juridique, économique et sociale. Il n'y a que quand on réussit la transition politique qu'on peut réussir la transition juridique. Il n'y a que quand la transition juridique est réussie qu'on peut réussir l'économique et l'économique entraîne le social. Or, la Chine a eu cette violence, parce qu'on peut parler de violence, de dire, eh bien, le politique, on ne va pas faire la transition par la révolution, on va la gérer nous-mêmes. Et du coup, on va gérer le droit et la transition juridique, on va la faire par 2 régimes. Un pays, 2 régimes. Et ces 2 régimes, on va faire des vases communicants, on fera baisser le système planifié marxiste au profit d'une économie de marché, mais qui progressera doucement et dont on maîtrisera le rythme. Et c'est la gestion des rythmes qui compte. La Chine a géré ces rythmes-là. Et du coup, une fois que l'économique s'installe, eh bien, les comportements sociaux s'installent. Donc, ils ont géré les 4.
en URSS et avec Gorbatchev, il y a eu un peu l'illusion d'une stratégie qui était, pour moi, celle du chaos. C'est-à-dire qu'on a cru faire les quatre en même temps, voire même mettre un peu de juridique avant le politique. Helsinki a fait une transition politique nationaliste qui, du coup, a déstabilisé le projet de Gorbatchev, qui, pour moi, était un bon projet, qu'on aurait dû accompagner beaucoup plus. C'est pour ça que je pense qu'on aurait dû faire plus d'entrisme et ça. Alors après, il ne faut pas surestimer la réussite du système chinois. Ils ont quand même fait des erreurs. Ces erreurs aujourd'hui, c'est par exemple d'avoir misé énormément sur une concurrence entre les Chinois eux-mêmes d'une telle violence qu'aujourd'hui, ils ne font plus d'enfants. Éduquer un enfant devient un coût pour eux. Se loger est un problème. Ils ont une crise immobilière colossale puisqu'ils ont construit des millions de logements qui ne servent à rien, qui sont en train de détruire. 40% des revenus chinois est épargné pour acheter des biens immobiliers qui, globalement, ne vaudront rien ou déjà ne valent rien. Ils ont donc tout de même fait aussi quelques erreurs, et notamment, ils ont beaucoup de mal à passer d'un système qui était très basé sur les exportations et donc tiré par les exportations, ce que les économistes appellent néo-mercantiliste, à un système plus centré sur le développement de la consommation interne. On voit que les Chinois n'arrivent pas à le faire. Pour une des raisons, c'est qu'effectivement, les familles chinoises sont obligées d'épargner à des niveaux colossaux pour pouvoir se payer la santé, peut-être une retraite, l'éducation de leurs enfants et un logement. Et donc, ce système n'arrive pas à générer aujourd'hui la croissance au rendez-vous. Alors, ils s'en sortent par un effet de masse. Donc, la Chine a bien mieux géré ces 4 transitions, très, très clairement, et ça passe par un certain niveau de violence. Et je crois que Poutine se met dans ce cadre-là. Il y a une verticale, effectivement, du pouvoir et une reprise en main, y compris des oligarques, alors qui est évidemment une autre forme de la captation du capital et des richesses. Je ne fais pas du tout de Poutine quelqu'un qui aurait un projet, par exemple, social. C'est aussi la captation, mais une captation contrôlée et coordonnée. Vous n'êtes pas avec moi, vous ne faites pas allégeance, je vous élimine. Il y a donc un système qui est pour moi très médiéval aujourd'hui. Il y a une verticale d'un suzerain. Dès qu'on ne respecte pas le pouvoir du suzerain et qu'on le trahit, on est éliminé, comme Prigojine l'a été ou comme d'autres l'ont été. On laisse, par contre, se développer effectivement des vassaux locaux comme Tchétchénie, tant qu'ils vont dans le programme global et qui gèrent la paix, et qui gèrent la paix ou la violence dans leur région. Et puis on laisse aussi se privatiser des petites logiques de privatisation de profit, de rente, où certains jeunes Russes vont prendre quelques endroits de rente où ils vont réussir à fonctionner. Par exemple, tant qu'ils développent des valeurs qui vont dans le sens de ce nationalisme orthodoxe, anti-occidental, anti-gay, anti-homo. Un aspect culturel. Un aspect culturel. Et là, on va laisser, et ils peuvent capter un peu de richesse et tout, tant qu'ils vont dans ce sens. Parce que tout va dans le sens d'une logique tout à fait de pouvoir un peu médiévale. Voilà, je pourrais citer le livre de Gilles Favarel, que je vous conseille, qu'il vient de publier il y a 1 an là-dessus, sur la verticale du pouvoir en Russie. Très bien. Je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Vladimir, je voudrais vous remercier beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un grand plaisir et je vous embrasse tous les 3. Nous aussi. On vous dit à très bientôt et on Avec vous souhaite le plaisir. meilleur pour toutes vos publications, beaucoup de succès. Et puis merci pour votre éclairage et votre expertise de très haut niveau. Donc un grand merci encore une fois. On aura l'occasion de se retrouver, je l'espère. Voilà, merci Edwin. Et merci aussi à M. Fedorovski, c'était extrêmement intéressant. Et Merci merci à vous. Intéressant. Merci. Et merci Merci à beaucoup tout le monde. Joël d'avoir participé à cette émission. Voilà, à très bientôt. Je crois qu'on peut lancer Merci le beaucoup générique encore. de fin. À bientôt Vladimir. On se recontactera bientôt. Au revoir.